On est de retour au bocal. Je suis avec le premier invité, David Lépée. Salut. Salut. Je crois que c'est pas la première fois que tu es chez nous. Non, j'ai déjà venu une fois. Ouais. C'était un débat sur quoi? Sur l'armée et le service civil. Oh voilà, ok. Je me souviens maintenant. Tu es venu ici. Bon, ce soir, tu viens pas débattre, faire une discussion sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord savoir, est-ce que tu es inscrit sur un quelconque réseau social, connu ou moins connu? Ou alors je suis inscrit sur Facebook, ouais, c'est le seul réseau social. Pas le temps pour plusieurs. Et tu t'en fais un emploi plutôt personnel ou politique? Alors les deux se mélangent un petit peu. Comme j'ai trouvé que c'était un vecteur assez intéressant pour la diffusion des idées, pas uniquement politiques, mais aussi culturelles, philosophiques, je l'utilise beaucoup pour ça, relayer des infos, partager des réflexions, ouais, surtout pour ça. Ça reste sur tes amis, pas plus loin. Tu ne fais pas une. Ça reste entre dans ton je les connais réseau. pas tous. Ouais, justement, dans ton voilà. réseau de contacts, plutôt. On va parler plutôt que d'amis. Voilà. C'est plutôt avec pas une grande page ouverte au public. Non. Enfin après, pour s'ouvrir au public, pour l'ouvrir, il suffit d'en faire la demande. Je suppose. Je sais pas comment. Je connais pas les rouages du réseau. Toi, tu es membre d'un parti qui est en train de naître dans le canton de Neuchâtel, la section d'un parti qui s'appelle le Mouvement citoyen roman, section neuchâteloise. Il en est à quelle phase en ce moment? Alors, il serait plus exact de dire, disons, section neuchâteloise, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment le mouvement citoyen neuchâtelois qui fait partie d'une fédération romande. Dire qu'on serait la section neuchâteloise d'un parti roman, ce serait un petit peu comme dire que le Conseil fédéral serait le gouverneur d'une province européenne appelée Suisse. Et c'est une des choses contre lesquelles on lutte. On défend la souveraineté nationale et populaire par la démocratie et le fédéralisme. Donc on l'applique aussi chez nous, ce fédéralisme, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus indépendant. On est indépendant, on a une autonomie, on travaille ensemble, on est fédéré, mais on est très indépendant. Donc l'entité neuchâteloise en tant que telle est extrêmement importante. Pourquoi tu as choisi de faire partie, je ne sais pas si tu as adhéré ou tu fais partie du comité qui l'a créé? Non, oui, en quelque sorte, oui, j'ai fait partie des quelques-uns qui l'ont lancé. Depuis, ça s'est beaucoup étoffé. Moi, je me suis retiré parce que je ne suis actuellement plus vraiment un militant. Je suis encarté, je participe, mais je vois ça d'un peu loin. J'ai des activités plus individuelles en ce moment et moins politiques. Et maintenant, on a effectivement depuis quelques jours une nouvelle équipe. On a élu un nouveau comité, Monsieur Nourdine Manaï, qui est notre président, qui a été présenté d'ailleurs à la presse vendredi lors d'une verrée. Voilà. Et il a réuni autour de lui des gens très bien, et notamment des candidats à Neuchâtel pour les élections au Conseil général. Donc là, ça tourne, le système s'auto-alimente. Oui. Et pourquoi le MCN? Alors le MCN, tout simplement parce que ça correspond à une offre qui n'existait pas sur la région neuchâteloise, étant donné que notre mot d'ordre ni gauche ni droite n'est pas simplement qu'un slogan démagogue, mais que c'est très précisément ce que nous sommes et ce que nous voulons être. On se place sur une ligne qui est populaire, patriote, sociale, libre et démocratique, comme on aime à le dire. Alors évidemment, c'est des mots un petit peu généraux, mais ça compte beaucoup et ces mots prennent un sens dans la mesure où parmi nos principaux axes de défense, on a la défense de la démocratie directe, le maintien et le développement de l'intervention du peuple sur les affaires, intervention mise en danger par l'Union européenne, par une certaine nomenclatura à l'intérieur du pays, en forme des juristes pour essayer de nous diminuer nos droits, et on se bat aussi pour l'emploi. Avant tout, on est un mouvement, je dirais, des classes populaires et de la petite classe moyenne. Mais ni gauche ni droite, mais ta description sonne un peu quand même sur la droite. Ah bon? La défense des classes populaires? Alors, non, plutôt on fréquente pas la même droite, l'anti-Europe. Moi, dans ce que j'ai pu étudier de l'histoire, la droite n'a pas toujours été du côté de la défense des prérogatives démocratiques, au contraire plutôt de celles des élites. Aujourd'hui, les élites, il se trouve qu'elles sont ou européennes ou européistes, et que nous, ce qui nous intéresse dans ce système fédéraliste et souverain, c'est que ce soit le peuple qui ait le dernier mot. Alors évidemment, c'est pas forcément de gauche non plus, et donc comme c'est inclassable et comme de toute façon on s'en fout parce qu'on ne croit plus à ces vieilles catégories qui relèvent au mieux du XXe siècle, on ne se qualifie plus avec ce clivage-là. On en prend d'autres. Pour nous, le clivage qui compte, c'est populaire contre élite, c'est patriote contre mondialiste. C'est ce genre de choses-là. C'est souverain contre autocrate. C'est un parti propre, une idée propre, nouvelle. Oui, enfin, pas si nouvelle que ça, mais elle est pas nouvelle, mais son incarnation politique est nouvelle, oui. Mais il y a des gens, à gauche comme à droite, qui effectivement nous rejoignent ou ont développé dans leur
dans leur petit cercle des idées proches. Je prends simplement un exemple parce qu'il est récent, il date de la semaine passée. On a pu lire, si vous avez lu Le Temps, ou si même vous avez suivi le débat sur Facebook, parce que c'est par Facebook que le scandale est arrivé, que le jeune coprésident des jeunes socialistes genevois, monsieur Adrien Faure, s'est fait tirer les bretelles par les grands frères de son parti parce que il a suggéré l'hypothèse d'une gauche nationale, ce qui est un petit peu d'ailleurs en tant qu'individu ce à quoi je crois. Évidemment, l'hérésie était telle que monsieur Sommaruga s'y est mis pour le remettre dans le droit chemin. Monsieur Pierre Weiss, qui pourtant n'était pas de son parti, l'a fait également. Il a réuni la gauche et la droite contre lui, donc c'est à mon avis la preuve qu'il a raison. Bon, après il a dû faire ses excuses, mais il a sans doute eu peur, pour dire que partout il y a des gens qui commencent à penser comme nous, mais quand il y a une tête qui dépasse, on leur tape sur le museau, comme un chien qui aboie un petit peu trop fort. Il y en a plusieurs donc qui ont quitté leur parti pour rejoindre un des mouvements certains, citoyens. Oui, d'autres restent dans leur parti, ils préfèrent une logique de l'entrisme, ou bien ils ont d'autres espérances quant au développement de leur structure politique, mais c'est des idées d'avenir qui commencent, surtout parmi les jeunes, parce que les vieux, c'est vrai qu'ils sont encore sur des vieux schémas de guerre froide, un petit peu dépassés, mais les jeunes ont moins de préjugés, ça je le remarque, et je m'en réjouis. Si on sort un peu du MCN et qu'on revient plutôt sur la ville de Neuchâtel, qu'est-ce que tu penses, je ne sais pas si tu as entendu parler du réaménagement de la place Numadro. Oui, j'ai entendu parler. Ouais. Il y a un peu un rond-point en forme de rectangle, enfin rectangle point, ça dépend comment on peut l'appeler. Est-ce que tu penses que, comment tu vois ce réaménagement? On supprime les feux de circulation. Est-ce que ça va apporter une meilleure fluidité? Je manque un petit peu d'éléments pour avoir une idée précise, parce que notamment j'aimerais bien savoir que ça combien ça coûte. Oui, oui, c'est peut-être pas vilain, mais disons toutes les cités idéales sur le papier peuvent avoir un certain charme. Par exemple, le fait de vouloir faire un jardin japonais là au lieu du parking devant le studio, c'est sûrement très joli, mais où est-ce qu'on va parquer les voitures? Puis ensuite faire dégager la vue sur le lac avec une place en gradin, je pense aussi que ce serait plus joli comme actuellement, mais où vont aller les cirques, où vont aller les foires commerciales, où vont aller certaines fêtes et certains événements culturels. Il y a tout un aspect pratique qui peut-être doit être pensé à côté de l'esthétique, puis la question c'est combien ça coûte, pourquoi tous ces projets en même temps, est-ce que c'est le meilleur moment, est-ce que c'est la priorité? Ça, c'est des questions qui me laissent sceptique, mais comme je ne sais pas combien ça coûte et je ne sais pas exactement, je suis pas allé voir, j'aurais dû peut-être aller voir l'exposition des projets qui ont été présentés pour voir si les autres valaient mieux. Voilà, ça je sais pas. Disons, je me méfie un petit peu a priori quand même. Ouais, a priori comme ça. Et sur Neuchâtel, il y a quelque chose qui te tiendrait à cœur, que tu voudrais changer, ou une idée j'aimerais bien changer le conseil communal, le conseil général, éventuellement changer de régime. Il y a beaucoup de changements, mais je suis un utopiste. Faudrait voir ce qu'il advient de ces caves du palais. Là, j'ai pas suivi le dossier, puisqu'on parle d'urbanisme. Ah, ça c'est moi qui vais une régie immobilière privée qui a racheté et qui va en faire son siège. C'est un petit peu dommage, quand même. Mais bon, la ville n'est pas l'argent, et ouais, ça passe en privé. Oui, ça c'est vrai qu'il y a on a quand même une ville avec des bâtiments qui relèvent du patrimoine commun, notamment tous ces bâtiments en pierre d'Autrive. Des fois, je suis un petit peu effrayé par ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Bon, il y a le problème effectivement de l'entretien, du nettoyage, mais aussi le problème que de plus en plus une part croissante de la propriété publique passe en main privée. Alors je sais bien que c'est pas une volonté délibérée des autorités, mais un problème financier, mais c'est un signe des temps, et la montée en pouvoir du privé, du marché, du capital sur le public dont nous sommes les actionnaires en tant que contribuables m'inquiète beaucoup. Et ça, c'est pas spécialement de droite, il me semble, comme préoccupation. Et non, c'est vrai. Et si on passe dans le monde numérique, puisque c'est le thème de la soirée, qu'en penses-tu du téléchargement des films et des séries illégaux, ça dépend de la définition de certains pays, de la loi dans certains pays. Est-ce que tu penses qu'avant on pouvait télécharger, depuis qu'il n'y a plus méga vidéo, on peut moins, ou il y a d'autres solutions? Les Suisses, disons, sont victimes des mesures répressives globales, dans la mesure où notre loi était plus libérale qu'en France, par exemple avec Adopi, étant donné que, à ma connaissance, et vous me corrigerez si je me trompe, le téléchargement est toujours légal, c'est le partage qui ne l'est pas. C'est le peer-to-peer qui est illégal en Suisse. Voilà, ça voulait dire que quand les gens utilisaient du peer-to-peer ou l'utilisent encore, il faut quand même modifier quelques paramètres. Disons, la fermeture de Mega Upload, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que tout d'un coup, on voit toute une génération de geeks qui ne se sont jamais vraiment préoccupés de politique, enfin décrocher derrière leur écran pour se dire tiens, si on descendait dans la rue pour protester contre la condamnation de ce type et la fermeture du
du site. Alors, je dis pas qu'ils ont tort, mais disons, certains ont un sens des priorités un petit peu particulier. Quand on coupe le cordon qui les alimente tel une dialyse, soudain, il y a une rébellion. Moi, je l'utilisais, hein, je l'avoue clairement, mais je l'utilisais aussi beaucoup, non pas pour télécharger des blockbusters présents dans le commerce, mais à travers des sites de partage qui mettent plutôt cinéphiliques. Moi, je suis très cinéphile, qui mettaient en ligne. Il y en avait un qui s'appelait La Caverne des Introuvables. Je peux même plus faire la pub puisqu'il n'existe plus. Donc des films qu'on a de la peine à trouver dans le commerce. C'est des films qui étaient souvent assez anciens, qui n'étaient plus réédités en DVD. Ça veut pas dire qu'ils étaient libres de droit, hein, mais au moins il y avait pas la même guerre avec le marché du DVD, parce que c'était quand même un petit peu discutable, et ces gens-là qui étaient pas vraiment dans l'illégalité, qui étaient des passionnés et des bénévoles, ont vu des collections énormes disparaître. C'est dommage. Si le but c'était de renvoyer les gens à la télé pour voir un programme imposé, c'est peut-être réussi, mais alors c'est sans doute pas une victoire. En tout cas, une victoire de l'intelligence. Hein. Tu penses pas que le FBI aurait dû se préoccuper d'autre chose plutôt que de ça, comme par exemple sur Internet, justement, il y a d'autres dangers. Absolument. Comme la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre la pédophilie. Moi, je dirais même, c'est pas une des priorités sur lesquelles elle aurait dû s'axer. Le terrorisme, voilà, on a eu l'exemple. On est en plein dedans suite à ce qui s'est passé en France, et ça va sûrement, on en subira le contre-coup. La lutte contre la pédophilie, je sais pas ce qu'il faudrait qu'il arrive pour qu'on s'en préoccupe réellement. Ça me semblerait effectivement une priorité. Mais voilà, les enjeux pécuniaires ne sont pas les mêmes. C'est l'argent. Eh oui. Je te remercie pour cette petite discussion. Alors maintenant, on va écouter une chanson qui te plaît, Nightwish, I Wish I Had an Angel. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez Nightwish? Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un rock. Enfin, je sais même pas si je suis pas assez connaisseur pour voir comment on le qualifie, mais avec à la base dans le chant un vocal de formation classique, une très belle voix féminine, et puis oui, ça me plaît bien. Ouais. Alors, on écoute ça. De nouveau en direct du bocal pour la présentation de Julien Jornaud, porte-parole du Parti Socialiste, c'est juste? Des jeunes socialistes Neuchâtelois, oui. Tout à fait juste. D'accord. Pourquoi avoir choisi le Parti Socialiste? C'est celui qui m'a toujours le plus ressemblé. Plus jeune, j'avais toujours eu les idées qui s'en rapprochaient, bien qu'étant un peu plus actif sur des scènes un peu plus alternatives. Par la suite, l'entrée dans le monde un peu des études, voire aujourd'hui le monde professionnel me montre que le pragmatisme est de mise, et tout en gardant des idées de gauche, combien même, par exemple, au niveau français, je me reconnais tout à fait. Je trouve que des gens comme Jean-Luc Mélenchon font le plus grand bien. Je resterai attaché aux valeurs du Parti Socialiste qui sont proches des valeurs que j'aime dans ce canton et qui les défend. On dit parfois que le Parti Socialiste, c'est un parti où on parle tous ensemble jusqu'à se mettre à prendre une décision tous ensemble, et qu'on ne prend jamais de décision. Beaucoup de gens pensent le contraire, bien évidemment, parce que sur les dernières élections fédérales, on a vu une progression assez nette des partis de gauche et du Parti Socialiste, donc je ne le pense certainement pas, ça c'est clair. Maintenant, je pense que peut-être que la politique neuchâteloise, tout parti confondu, peut sembler des fois un peu embuée, voire dans certaines difficultés, par exemple hospitalières. Mais à ce titre-là, je pense que tous les partis sont à la même enseigne. Quant au niveau suisse, non, je pense que justement le Parti Socialiste est le parti de l'avenir aujourd'hui, et les élections le prouvent. Les gens sont crédibles, et non, je pense que c'est une fausse accusation. Et pourquoi faire de la politique plutôt que de la natation, du sport? Moi, je fais du sport aussi. Enfin, j'ai été un peu arrêté dernièrement, c'était une blessure, mais je me suis toujours beaucoup impliqué en fait dans la vie associative au niveau neuchâtelois, que ce soit au niveau du sport et après de la politique, ou pendant d'ailleurs en même temps. C'était pourquoi? Parce que j'ai toujours été très très intéressé par la chose publique, et je pense que ce serait une défaite quand les jeunes l'abandonneront, cette chose publique. Donc à ce titre-là, moi je ne souhaite pas l'abandonner. Et je pense que ça peut même être non pas un loisir, car le mot serait mal choisi, mais ça peut être une passion qui est dévorante et qui amène du plaisir aussi. Et tu dirais quoi aux jeunes pour les inciter à faire de la politique? On en parlera certainement après pendant le débat sur la discussion ou le débat, appelez ça comme vous voulez, sur les réseaux sociaux, mais on entend beaucoup de gens hurler, s'offusquer, penser que rien ne va. La chose publique permet d'apporter sa pierre à l'édifice, donc de ne pas abandonner et de se choisir ce qu'ils pensent être le plus correct pour eux, choisir un parti et ne pas abandonner la chose publique. Après, il y a des discussions partisanes qu'on peut avoir, j'essaierai sûrement de les convaincre de venir plutôt à gauche, mais d'abord c'est la chose publique qui doit être mise en avant. Très bien. Et pour revenir un peu dans le sujet de la journée, est-ce que tu as un compte Facebook ou un compte dans un autre réseau social? Non, j'utilise que Facebook parce que j'ai essayé d'utiliser Twitter, j'en suis incapable, ce qui m'a beaucoup frustré. Mais non, j'utilise Facebook à titre personnel. Donc pas à titre politique, plus à titre personnel.
politique sur Facebook, oui, on l'utilise par le biais d'un compte des jeunes socialistes. À titre personnel, j'aime bien l'utiliser peut-être de manière un peu plus satirique, plus piquante, plus pour faire réagir, qui amène quelques débats des fois un peu rocambolesques, mais à titre personnel, pas plus que ça. Disons, comme l'a dit David juste avant, j'aime à l'utiliser aussi d'un point de vue culturel qui se rapprochera certainement de la politique, oui. Partage de chansons ou autre. Et puis évidemment, je pense que la meilleure invention après le football a été Facebook, donc on peut refaire les matchs de la plus mauvaise foi possible. Ce soir, évidemment, après la Ligue des Champions. Maintenant, la même question que Michele a posée à David. Qu'est-ce que tu penses du téléchargement des séries, des films qui a été stoppé C'est un faux débat qui touche tout le monde. Je veux dire, j'utilise aussi Méga Vidéo. Le jour où ils l'ont bloqué, je téléchargeais les mêmes films à la même vitesse, mais sur un autre hébergeur. C'est un faux débat, c'est un débat qui fait parler, c'est un débat qui est facile. Maintenant, il y a plein d'autres choses à se préoccuper, je pense, sur Internet. Notamment des fois quand on voit le niveau de certains débats sur des sites d'information orange. Je trouve ça pitoyable, et puis on devrait peut-être se renseigner sur comment éduquer un peu les gens qui s'envoient des pics odieux, ou bien sûr des sujets beaucoup plus graves, donc on n'a peut-être pas forcément envie d'aborder ce soir, si on veut rester un peu de la légèreté, mais que ce soit la criminalité, la pédophilie, ou tout autre acte illégaux par le biais d'Internet. Je pense que télécharger des séries à très gros budget, à très grand public, j'ai de la peine à trouver ça criminel. Et puis la personne un peu intelligente sur des artistes un peu locaux va aussi donner, va l'aider d'une certaine manière, non pas en téléchargeant bien évidemment, en allant au concert, en achetant ses CD. Maintenant, je trouve pas dramatique de boycotter des très très grandes maisons de disques ou des très très grandes maisons d'édition quand on parle de films. Non, à ce truc-là, je trouve que c'est un faux débat, ça devient un peu bête et idiot, mais ça fait vendre, ça fait couler de l'encre, ça fait du papier, puis ça va finir par faire des voix, mais je sais pas trop à qui elles vont servir ces voix. Très bien. Maintenant, nous allons écouter une chanson que tu as choisie. C'est de Rock Superstar. Tu veux nous en parler? Pourquoi tu l'as choisie? Qu'est-ce qui te plaît dans cette... Ouais, c'est un peu par défaut, parce que comme ça, je pouvais placer une petite pique pour que vous puissiez renouveler cette playlist, parce que ça fait plusieurs fois que je viens, mais à titre, purement personnel, je dirais c'est un clin d'œil à tout ce qu'on voit sur Internet et ce fameux mot qui s'appelle le buzz, où finalement tout le monde veut faire dans son coin, devenir une rockstar. Alors, ça s'y rapprochait, mais sans être bien plus politisé. D'accord, merci. On se retrouvera après pour la première partie de débat. Merci. Toujours en direct du bocal, nous allons commencer la première partie de débat, toujours sur l'utilisation de Facebook en politique et plus généralement d'Internet et de tous les réseaux sociaux. Déjà, pour commencer, comment Facebook est-il utilisé dans vos partis respectifs? Il est sous-utilisé pour le moment, et pour une raison simple, mais ça on y viendra aussi, c'est quelle est la sociologie de Facebook. Parce qu'effectivement, le public auquel vous vous adressez, plutôt jeune et étudiant, est très connecté en moyenne par rapport à la moyenne suisse, et je parle même pas de la moyenne mondiale. Il se trouve, pour des raisons sociologiques, en fait, j'ai l'impression qu'une très grande partie de nos membres au mouvement citoyen neuchâtelois n'ont pas de compte ou alors sont très rarement connectés parce que là aussi c'est une question de classe sociale. Quand vous avez des petits commerçants, des vendeuses de supermarchés, des peintres en bâtiment, j'ai l'impression à discuter avec eux qu'ils l'utilisent moins que nous, puisque j'ai un profil de quelqu'un de plutôt connecté, donc c'est pas du tout notre point fort. On a un groupe où on diffuse quelques informations, sinon il y a les sites internet à côté, mais non, Facebook chez nous est sous-utilisé, mais un peu par choix. Pour notre part, oui, on est sur Facebook. Je sais que et les jeunes et le parti neuchâtelois est sur Facebook. Mais je rejoindrai un peu aussi David sur certains points. Je pense qu'on voit beaucoup si les gens n'y sont pas. Donc y être est important justement parce que comme ça on est plus dans la masse. Maintenant je suis un peu sceptique sur l'apport réel des très jeunes, je crois que c'est 13 ans, l'âge légal pour s'inscrire à Facebook. Mais à titre personnel, j'aime à l'utiliser de manière aussi un peu politique de temps en temps, essayer de créer le débat, on essaie de le faire avec le profil des jeunes socialistes, mais ça marche que moyennement. Et puis c'est surtout pour nous, je crois, à la longue, parce que finalement les gens adhèrent au parti qu'ils aiment bien, peut-être aussi à titre personnel pour pas que dans leur profil apparaisse un parti qu'ils n'aimeraient pas ou auquel ils n'aimeraient pas être apparentés. Donc sur certains points je rejoins aussi, et les gens souvent à convaincre, les gens qui votent peut-être non pas les jeunes, mais la classe d'après qui vote le moins n'est peut-être pas extrêmement connectée. Donc on voit un parti quand il n'y est pas,
ce qui est paradoxal, mais je pense pas qu'ils gagnent énormément de voix à y être vraiment. Là, on a parlé surtout de Facebook. Il n'y a pas que Facebook comme réseau. On pourrait utiliser Twitter, par exemple. Les romans, d'après ce que j'ai lu et entendu, ne l'utilisent pas énormément ou seulement pour redonner des liens, que ce soit pour leur site ou des émissions de radio. Donc après, c'est peut-être pas forcément non plus le meilleur moyen. Il faut aussi peut-être rajouter des choses personnelles pour que les gens adhèrent au Twitter ou à n'importe quel autre réseau, par exemple LinkedIn. Je suis pas vraiment féru de nouvelles technologies, je compte pas en avoir un. Pour le peu que j'en ai vu, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus austère, donc qui conviendrait peut-être encore moins, disons, aux gens avec lesquels on communique et qu'on essaye de toucher. Et apprendre que la Suisse romande est moins axée là-dessus, je ne le savais pas, mais effectivement ça confirme ce qui me semblait. Donc je crois pas que pour l'instant ça réponde à une demande, parce que là si on passe d'un réseau à l'autre, ça devient de la schizophrénie, puis ça prend quand même, c'est très chronophage, quoi. Il faudrait pouvoir avoir des sous-secrétaires responsables de tel ou tel réseau. On peut pas se le permettre. Je le rejoins tout à fait. Je rigolais non pas pour me moquer de lui, mais parce que j'ai tenté de me faire un compte Twitter. J'ai jamais été foutu de poster le moindre truc. Et par contre, quelque chose qui me dérange dans Twitter, pour ce que j'en connais, et qui me dérange moins sur Facebook, c'est que les messages sont très courts, trop courts, ce qui peut parfois amener à, on a vu des débats, des scandales tout dernièrement, notamment après ce qui s'est passé à Toulouse, sur des sportives qui veulent refaire l'actualité, mais qui des fois n'en ont peut-être pas les moyens. Donc je trouve que c'est dangereux, cette forme d'expression extrêmement rapide. Ça amène des idées qui n'ont parfois pas de fond, ou du moins où le fond est très difficile à exprimer. Et à titre personnel, j'arrive pas à l'utiliser, donc ça me met en dehors de ces problèmes-là. Internet et les réseaux sociaux ont pris une très grande importance dans toutes les campagnes. Par exemple, on regarde comme exemple l'actualité, la campagne française. Nicolas Sarkozy n'avait pas de Twitter, il en a créé un. Il a eu énormément de personnes qui le suivent et qui ont commencé à le suivre. Donc après, si on n'utilise pas les réseaux sociaux ou Internet, on va être un petit peu à la traîne, entre guillemets, ou je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Là, justement, une fois encore, la sociologie des partis est le reflet de la sociologie de ceux qui les soutiennent, et inversement. Moi, mon meilleur réseau, notre meilleur réseau, c'est la rue. C'est là où ça se passe pour nous, le samedi, sur la place du marché, devant les usines, devant les centres commerciaux. C'est là où ça se passe. C'est là où on touche des gens qui ne sont pas toute la journée devant un écran, ou alors si c'est le cas, c'est pour travailler, et qui revenus chez eux n'ont pas encore envie de communiquer de cette manière-là. Rien ne vaut le contact de personne à personne. C'est malgré le caractère interactif de Facebook, la discussion c'est encore plus interactif parce que c'est plus direct, et dans le cadre de l'échange d'idées, d'autant plus. Donc là aussi ça dépend. C'est clair qu'un parti comme l'UMP, pour reprendre un exemple français, je pense que déjà c'est un parti d'envergure nationale. Je pense que pour eux c'est important parce que c'est quand même un parti de cadre, c'est quand même un parti de petite et grande bourgeoisie, donc un public beaucoup plus connecté que d'autres. Donc tout dépend. Et au titre français, je pense qu'ils ont essayé d'amener la campagne en fait sur ce terrain-là. Et puis ils sont obligés de faire avec parce que c'est un terrain qui bouge beaucoup. C'est une actualité qui va très très vite. C'est plein de petits médias indépendants. Et puis ils sont obligés d'aller là-dessus pour pas laisser la parole en fait aux autres. Qu'on prenne l'UMP, le Parti socialiste, le Front national ou n'importe quoi. Le parti qui sera le plus présent à mon avis sur Internet gagnera dans une part du terrain politique. Mais encore une fois, j'ai plutôt l'impression qu'ils l'ont amené là, ou qu'ils ont été forcés de l'amener parce que des partis qu'on peut mettre d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique ont essayé d'amener le débat ici parce que c'était facile pour eux de l'amener sur Internet. Peut-être plus facile que d'être parfois invité dans les médias. Donc non, c'est un nouveau terrain politique, mais encore une fois, voilà, est-ce qu'il l'intéresse ou est-ce qu'il amène du monde? Pas sûr. Mais en tout cas, c'est exactement ce que je disais avant. En fait, les partis qui n'y sont pas, on le voit très vite. Et pour continuer sur cette disjonction entre le militantisme Facebook et le militantisme réel, non seulement on ne touche pas les mêmes personnes, ou pas toutes, mais en plus, on voit clairement un abîme. On a beau se dire que les gens derrière leur écran, qui ont plus souvent de vrais noms, de vrais prénoms et de vraies photos existent, on s'aperçoit qu'on les retrouve pas toujours où on les attend dans la rue. Et dans un sens comme dans l'autre. Les gens, il est plus facile de liker
liker, de cliquer sur j'aime, que de venir un samedi matin sous la pluie pour vendre des journaux, distribuer des tracts ou bien soutenir quelqu'un. Déjà, d'une part, cette popularité, la popularité qu'un peut avoir un personnage ou une idée sur Facebook est très surfaite parce qu'ensuite il faut suivre, et là aussi c'est facile d'applaudir, c'est plus difficile de marcher. Et dans l'autre sens aussi, heureusement, ça me fait toujours sourire de voir le déferlement de menaces, de calomnies, d'agressivité sur Facebook ou ailleurs quand on essaye un petit peu de sortir du chemin tout tracé ou de provoquer un petit peu, on se dit ouh là là, mais alors faut pas qu'on fasse cette conférence de presse, faut pas qu'on fasse cette manif, il y a des voyous qui vont nous tomber dessus, et puis dans la rue, on rencontre que de braves gens qui en plus souvent sont d'accord avec nous. Je pense qu'on n'a pas encore de recul en fait sur vraiment sur l'impact d'internet dans une campagne politique. Je sais plus, mes souvenirs sont plus tout à fait exacts sur ce qui s'était passé par exemple en 2002 ou même en 2007, à quel point internet était présent. Et puis ce qu'il dit est tout à fait vrai, on voit des gens cracher leur haine viscéralement pour mettre tout à feu et à sang, et puis une fois qu'ils ont plus leur souris en main, ces gens se calment et reviennent un peu plus gentiment, ou souvent ne viennent d'ailleurs pas du tout sur les stands dans la rue, donc mais bon, si ça leur permet d'exister, c'est pas mal. Mais je pense que c'est dangereux. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur ce qui peut s'attaquer, les attaques personnelles, etc. Selon le 20 minutes, il y aurait eu des faux comptes qui auraient été créés par l'UDC avec des photos d'actrices américaines plutôt jolies qui allaient à la chasse aux amis pour ensuite lancer des attaques ou faire de la propagande pour un parti ou contre un parti. Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut arriver, un dérapage. Là, j'ai cherché un moment sur Internet et dans des articles. J'ai presque vu aucun parti de gauche faire des attaques, plutôt des partis de droite. Bon, après, c'est peut-être aussi un manque un manque d'informations de ma part, mais Oui, c'est assez drôle d'utiliser des actrices américaines pour défendre le Swiss Made. Ça, c'est les paradoxes habituels de l'UDC. Mais oui, les faux comptes, ça existe. Et moi, il y a régulièrement des purges également de la part de l'administration Facebook, mais les faux comptes, ça existe, et notamment les comptes de jolies jeunes filles post-pubères qui tout d'un coup veulent nous convertir à des idées, ou alors encore plus pervers, ça j'ai vu, font mine d'adhérer aux nôtres pour pouvoir les pousser toujours plus loin dans l'excès afin de nous discréditer. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois dans certains milieux politiques où finalement de jeunes filles tout à fait avenantes avec lesquelles personne n'oserait être impoli, et au contraire, ça c'est une psychologie de base, et viennent défendre des idées et ensuite les poussent toujours plus loin, les poussent précisément dans les excès où nos adversaires voudraient nous faire tomber sans qu'on n'y aille jamais, puisque ce ne sont pas les nôtres. Mais typiquement, par exemple, dans le milieu qu'on appelle antisioniste, c'est-à-dire les gens, d'ailleurs à gauche comme à droite, qui contestent la politique d'Israël, on trouve souvent ce phénomène, je sais, du côté de la France, de gens qui viennent et qui finissent par tenir des propos antisémites scandaleux, en espérant que, subjugués par leur beauté, les autres ne disent rien, et ensuite que ça puisse déboucher sur des affaires judiciaires ou sur ou alors sur un discrédit total jeté sur la cause. Donc j'imagine que ça existe aussi dans d'autres types de combats politiques que celui-ci. Concernant l'UDC, mais bon, j'ai même pas envie d'aller là-dessus en fait. Ok, si les gens le font, et puis si... Alors après, c'est le bon sens de tout un chacun, je veux dire... Quand tout d'un coup on voit arriver 25 ou 30 prétendants ou prétendantes, toutes plus jolies les unes que les autres, ou les uns que les autres, c'est le temps de se poser des bonnes questions, ou alors on a un charme cybernétique qu'on ne se connaissait pas. T'as trop bien choisi tes photos, du coup. Voilà, exactement, j'ai peut-être tellement bien choisi mes photos que je fais tomber plein de monde sous mon charme, mais non, je doute, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs, c'est frustrant. Tu disais que Twitter c'était trop court, il y a aussi certains politiciens qui font des blogs, qui les actualisent pas forcément, et ensuite pour un jeune par exemple, ou pour n'importe qui, un blog sera trop long, donc il faudrait créer une nouvelle sorte de réseau, une nouvelle sorte de site qui toucherait peut-être plus toutes les catégories, jeunes et tout le monde confondu, ou... Qu'est-ce que vous auriez une idée d'un réseau? Oui, ben évidemment, lire sur un écran, c'est pas toujours très agréable, ça je m'en rends bien compte, donc il est plus facile de lire un tweet qu'un texte de plusieurs pages. Néanmoins, même si je pense qu'effectivement Internet n'est pas le lieu idéal pour le texte, et là il est en train de se développer d'autres technologies comme les livres numériques qui sont meilleurs pour ça.
Néanmoins, il n'y a pas que le texte. Et une chose que j'ai remarqué ces dernières années, notamment avec le développement du streaming, donc des vidéos en ligne, c'est dans le domaine politique que les gens, et ça demande aussi un effort, ça passe pas par la lecture, mais ça demande le même effort d'attention que des gens, a priori, qui ne sont ou n'étaient pas de grands lecteurs, qui ne sont pas des gens qui, avant Facebook, allaient suivre de longues conférences hors de chez eux, sont capables de rester 1 heure, 2 heures devant le monologue d'un écrivain, d'un philosophe, d'un leader politique, et ça m'impressionne. Ça, je l'ai constaté aussi en France, dans des quartiers, disons dans la périphérie parisienne plutôt défavorisée, où on a certains amis et certains contacts politiques, et de voir que ces gens qui finalement avaient fait le strict minimum à l'école n'avaient peut-être jamais ouvert un livre, non seulement se sont mis à lire 1, 2 ou 3 suite à des conseils sur Internet, suite au réseau, notamment à Facebook, mais aussi régulièrement regardent des vidéos qui finalement, si elles sont bien faites, ont un contenu qui est tout à fait équivalent à un livre. Encore faut-il effectivement qu'il y ait des idées intéressantes et des orateurs de talent, mais je pense que le grand créneau au niveau dans la politique sur Internet, c'est le streaming, les vidéos et les podcasts, les émissions de radio relayées. Ça marche beaucoup. Il suffit de voir le nombre de vues. L'émission d'aujourd'hui, j'espère qu'elle en sera l'exemple. Mais c'est vrai que je rejoins pas mal ton avis. La vidéo marche beaucoup si elle est bien faite. Bon, maintenant il faut, je pense, une grosse épuration des sites comme YouTube ou Dailymotion qui, je sais plus le chiffre, il est accablant du nombre de gigaoctets qui sont uploadés tous les jours. Donc entre des choses politiques avec lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, se cachent de temps en temps des on pourrait appeler ça un pamphlet, d'un côté comme de l'autre, visant à discréditer tout ce qui est discréditable. Donc je pense que la vidéo est un avenir, la vidéo est un outil qui est intéressant, qui en plus avec les programmes actuels nous permettent de la prendre en main facilement, de pouvoir sortir quelque chose de tout à fait simple avec un programme de base sur tous les ordinateurs. Quant au blog, pour revenir là-dessus, c'est difficile parce que le blog se met en dehors du site web, ce qui souvent a tendance à lui donner une vision, enfin un aspect pas très attirant. Je dirais sur une page qui fait plusieurs mètres et mètres de long, il faut défiler pendant de longues minutes. Mais maintenant, je pense que il y a tous les gens qui s'intéressent maintenant à la littérature par le biais d'Internet sont des gens qui ont peut-être eu bien fait d'Internet, qui ont eu des accès plus simples. Maintenant à la culture, donc ce qui est bien dommageable quand on voit qu'on ferme de nouveau des sites comme Méga Vidéo, bien que ceci peut être facilement remplacé. Mais oui, pour revenir là-dessus, je pense que l'avenir se situe plutôt dans la vidéo. En fait, courte, concise, mais avec un fond de quelques minutes, 2-3 minutes. Mais à tous les niveaux, même dans l'humour, je trouve absolument génial ce qui se fait maintenant. C'est série de 2-3 minutes. Moi, c'est la deuxième partie pas du débat, de la discussion, comme je disais avant, avec David Lépée et Julien Jean Renaud. Vous avez fini par parler des vidéos, ça tombe bien. Justement, certains partis utilisent, si on considère que YouTube est un réseau social, on peut dire comme ça, certains partis ont utilisé des vidéos pour faire plus que de la campagne électorale, enfin créer le buzz. Je peux faire des exemples en Suisse romande plutôt. Le PLR qui a fait une parodie de Bref, ou les Verts pas en Suisse romande, donc plutôt au niveau national, ont fait une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, une vidéo qui montre Berne si elle avait été dévastée par une catastrophe nucléaire de la centrale nucléaire de Mühleberg. On voit un beau montage d'autoroute ou de la place devant la gare qui est abandonnée, telle une ville fantôme. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez plutôt que de la campagne électorale, d'utilisation du vidéo en tant que buzz? Ouais, les Verts, c'est vrai que ils sont pas à leur premier coup d'essai. La dernière fois, c'était peut-être pas les Verts suisses, mais de je ne sais plus quel canton. Ils avaient déjà fait quelque chose du même genre, mais encore plus long, à très gros budget, où c'était une histoire de voyage dans le futur, après dévastation, renvoyer un homme dans le passé pour qu'il vote vert et qu'il évite la dévastation nucléaire. Enfin, c'est vrai que c'est très impressionnant. D'ailleurs, je me demande d'où sort le budget. La plupart des autres auxquels tu fais référence, en tout cas dans cette ou ces dernières campagnes, j'ai trouvé quand même assez mauvais, quoi, assez
celui du PLR neuchâtelois où ils finissent par sauter dans le vide en disant suivez-nous. Bon, c'est vrai que c'est assez drôle hein, pour évoquer le sport et le dynamisme. J'ai pas envie de les suivre dans l'abîme, les autres non plus. Hein. Maintenant, visiblement, le passage obligé, y compris en Suisse romande, c'est de faire des parodies de Bref. Alors ça, les Verts libéraux l'ont fait. Je sais plus qui l'a encore fait. En France, il y a l'UPR d'Asselineau qui l'a fait. Tout le monde le fait. Bon, certains sont drôles. Disons, c'est peut-être pas. Je pense que le moyen est bon, le moyen de faire des vidéos. Mais pour l'instant, j'ai pas été convaincu par les résultats que j'ai vus. Et comme je le disais avant la pause, je trouve qu'il se fait des choses, même si c'est un petit peu moins ambitieux sur le plan technique, des choses de bien meilleure qualité dans le domaine non électoral. Simplement retransmission de conférences, de meetings, d'interviews où on prend le temps, parce que c'est ça aussi que les gens, et notamment les jeunes, supportent peut-être mal dans la télé, qu'on regarde quand même de moins en moins, c'est finalement ce mode télé extrêmement rapide où on sent bien qu'il y a peut-être quelque chose qui devrait être dit mais ça ne peut pas parce que ça n'entre pas dans le format. Alors que là, des gens qui font ça bénévolement, qui n'ont pas de télé mais qui font simplement, qui ont un format extensible à la batterie de leur petite caméra numérique, peuvent prendre le temps, et ça c'est quand même très agréable de laisser parler un invité. Je vais d'ailleurs m'arrêter. Plutôt que de l'interrompre tout le temps, la télé ne le permet pas, Internet oui. Au niveau de la pure politique, les vidéos très partisanes, j'arrive pas à m'en remémorer une qui soit vraiment particulièrement excellente. Celle des Verts m'avait fait sourire, j'ai toujours pas compris exactement comment ils avaient pu se la payer. Mais sans ça, je pense que je rejoins un peu. Je trouve qu'il y a des choses excellentes, qu'on peut trouver des choses absolument fantastiques. Une dont je ne ferai jamais assez la publicité s'appelle J'ai vomi dans mes cornflakes. J'invite tout le monde à aller la voir. Mais qui est hors partisane, qui est plutôt une sorte de vidéo de prise de conscience. Plutôt un court-métrage qu'une œuvre politique. Un court-métrage, en fait. Mais là, je rebondis aussi là-dessus parce que si je dis pas de bêtises, ça avait été la meilleure vidéo francophone internet en 2006 ou quelque chose comme ça. Et après, il y a des choses très bien, mais je trouve que ça rejoint peut-être au niveau politique. J'en ai vu des excellentes au niveau de revendication. Par exemple, un lip-dub absolument fantastique en Catalogne qui était très prenant, et pour faire la publicité d'institutions genre université et tout, je trouve que c'est très intéressant d'utiliser ce média-là. Je trouve aussi que pour certains débats avec des gens qui auraient des moyens plus modestes et qui auraient envie de mettre en ligne leurs avis, leurs opinions, c'est aussi un moyen qui peut être utilisé. Quant à l'utilisation politique, et pourtant j'en regarde beaucoup, j'ai de la peine à en ressortir une qui m'a particulièrement fait tilt et où je me suis dit, c'est génial, mon avis pourrait changer pour aller, ou ne pas changer d'ailleurs, pour aller vers cette personne. Je ne suis pas sûr qu'actuellement, on se donne les moyens d'amener des voix par le biais de la vidéo sur Internet. Ça pourrait être un outil, il faut bien le faire. Je pense que faire des parodies de Bref, c'est rigolo tout plein, mais ça va attirer plus de moqueries que de partisans. Tu t'exposes au ridicule en faisant ça souvent. Ouais, c'est clair, et quand bien même à la limite, c'est ce que les gens cherchent peut-être, parce que finalement le buzz c'est d'en faire parler. Voilà, c'est vrai. Mais le lip-dub, c'est quand même le piège à éviter, déjà parce que c'est extrêmement difficile à faire, hein, puisque c'est quand même une histoire de plan séquence extrêmement lent, avec des mouvements de caméra, mais c'est un exercice de style d'ailleurs, de ce fait qu'il y a une prouesse technique intéressante. Mais en général, ça se traduit sous forme de comédie musicale en playback ridicule, et quand on voit la manière, j'ai pas souvenir de partie suisse, mais la manière dont les Français le fond du PS à l'UMP, c'est vraiment c'est tragique quoi. Tout à fait. Moi je te parlais de celui c'était sur la Catalogne, je crois qu'il a une année, qui avait été le plus long lip-dub le record du monde de lip-dub. Je sais pas depuis quand date ce record du monde d'ailleurs, c'est d'être les premiers, mais cela était excellent. Je trouve que pour les universités il y en a des biens. Quant au parti politique, j'ai aussi utilisé la carte de la franchise. J'ai trouvé ça ridicule, mal fait, mal interprété, jouant souvent sur les clichés. Essayons de les casser de l'autre côté. Ça m'a pas encore convaincu. Vous avez parlé du fait que c'était pas cher, que c'était ridicule souvent. Enfin, que ça pouvait amener le ridicule. Donc les politiciens aujourd'hui se rabaissent un peu. Ils ont vraiment pas très peur du ridicule. Comme justement, tu l'as dit, l'UMP a fait une vidéo. D'ailleurs, ils chantent un truc genre tout le monde est content. C'est très bisounours, ça. Il sert à quoi en fait de faire ça ? Mais tu dis bien, comme tu as dit, c'est pas cher. Enfin oui, le tournage ça peut être aussi cher qu'un tournage de cinéma, mais la diffusion et le support n'est pas cher, ça c'est extrêmement important. Ensuite, c'est vrai que là où il y a un petit peu une justice, c'est que ceux qui sont les meilleurs dans cette communication-là
c'est pas forcément ceux qui sont dedans depuis tout petit, mais ceux qui ont toujours été là, faute d'avoir eu accès aux médias traditionnels. Ce qui n'est pas le cas de certains grands partis qui finalement, comme ils avaient le choix avant Internet, comme ils avaient le choix, comme ils avaient les portes ouvertes sur tous les plateaux télé, ne se sont jamais préoccupés de ça. Alors qu'avant Internet, quand eux étaient sur les plateaux télé, nous on avait déjà des petits journaux photocopiés avec notre argent de poche. On était déjà dans le système D. Internet a développé ce système D, a rendu les choses beaucoup plus attrayantes et encore moins chères. Et ça c'est quelque part le côté qui me plaît beaucoup, ce côté démocratique où finalement celui qui fait du buzz, pour le peu que ça lui coûte, étant donné qu'il n'y a pas besoin de dépenser des millions ni dans une vidéo, puis il y a des sites gratuits, il y a Facebook, etc. Celui qui fait du buzz finalement c'est celui qui a le plus d'imagination. Et dans l'autre sens, on voit clairement que les gens qui sont depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les grands médias, qui sont éditorialistes dans les grands hebdomadaires, qui sont invités sur tous les plateaux télé, je pense à un exemple français comme Bernard-Henri Lévy, qui s'est dit il y a 2-3 ans, c'était au moment de la entre guillemets révolution iranienne, ça dit mais finalement ce serait peut-être bien que les autres vont sur Internet parce qu'on leur ferme leur gueule. Moi, je peux dire ce que je veux, mais les gens ne regardent plus la télé. Pourquoi j'irai pas sur Internet? Il a fait une vidéo, je pense, avec Ariel Dombal derrière la caméra qui tremblotait un petit peu, et on voit qu'il était pas du tout à l'aise. Pour lui, il lui faut du talc, du fond de teint, des projecteurs et Ruquier en face. Sinon, il est très mauvais. Alors que nous, on n'a jamais eu tout ça. Alors, on s'est habitué, justement. C'est un petit peu une philosophie underground, mais quelque part, j'y vois une certaine justice parce que ceux qui réussissent sont ceux qui ont toujours été condamnés à ça et qui n'ont pas forcément de l'argent mais qui ont des idées. Non, je pense que c'est juste. Je pense qu'on peut reconnaître aussi des gens derrière Internet, derrière la vidéo fait maison, on va reconnaître le talent brut, le talent oratoire, le talent d'acteur ou tout autre talent qui peut s'exprimer par la vidéo, mais ce sera le talent brut. Maintenant, j'ai aucune amitié à l'égard de Bernard-Henri Lévy, donc ça me fait bien sourire aussi. Mais d'un autre côté, et lui le mettant vraiment à part parce que pour moi il n'a rien apporté à ce débat-là, c'est quand même le dernier bastion libre on peut le voir aujourd'hui, on a des exemples très concrets, Internet, je dis, on a des exemples très concrets, notamment sur ce qu'on a appelé le printemps arabe, ça reste quand même un bastion libre qui amène l'image. Bon, c'est l'image choc, que souvent, à cause d'Internet, on va servir de l'image choc, là, on parlait justement de la tuerie de Toulouse, on est à ras la diffusion, sur Internet, il faudrait pas que ça y arrive parce que je pense que ça n'apporte rien. Mais par contre, quand on voit la Syrie, quand on a vu la Tunisie, quand on voit l'Égypte, là, les médias bloqués, les médias internationaux bloqués, Internet a joué ce rôle-là. Et là, il fallait des images chocs, il fallait des images sur le vif, des images amateurs et qui témoignent aussi par le son de la réalité sur le terrain. Donc là, Internet a joué un bon rôle et ces vidéos-là sont aussi importantes, mais on n'est plus dans la politique partisane. Ouais, puisque tu parles des révolutions arabes, j'aimerais rebondir. Alors, en revenant plus précisément sur la question de Facebook et ou Twitter, je pense que dans nos médias occidentaux, et là je parle pas des médias internet, mais simplement des grands médias, télé, radio, le rôle des réseaux sociaux internet ont été surévalués pour des raisons de naïveté, des raisons aussi parfois idéologiques. Et puis on essaye de nous faire croire que la Libye s'est soulevée, que l'Égypte, la Tunisie et les autres se sont soulevés grâce à Facebook. Il y avait un amusant dessin de Chapat, d'une totale mauvaise foi d'ailleurs dans le temps, mais peut-être que c'était voulu, où on voyait une parodie de la liberté guidant le peuple avec des Maghrébins qui, au lieu de porter un drapeau national, brandissaient une tablette iPad avec Facebook. Enfin, je pense que c'était du 2e degré, parce que effectivement, c'est déjà, on l'a dit avant, sociologiquement chez nous en Suisse à Neuchâtel, il y a quand même encore, et c'est une question à la fois de classe sociale, de niveau d'éducation, de profession et d'habitude, il y a encore ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, mais dans les pays du Maghreb dont on parle, c'est encore plus le cas. La question s'était déjà posée une fois précédente en Iran, où on nous dit, le candidat Moussavi est soutenu par l'Iran parce que il est premier sur Twitter, premier sur Facebook. Sans doute qu'il l'était, étant donné que sociologiquement, on sait que ce candidat était soutenu par la classe moyenne urbaine, de jeunes gens d'éducation supérieure, un peu polyglottes, un petit peu au fait des nouvelles technologies, ce qui est leur droit, mais il n'y a pas cette représentativité-là. Au niveau de la formation de l'opinion démocratique, si on commence à faire un calcul sur ce qui sort sur Facebook, alors ça devient encore d'une pire mauvaise foi que les instituts de sondage qui, eux, déjà, sont pas forcément très propres. C'était la seule chose que je soulignais, en fait. C'était qu'aujourd'hui, Internet, et notamment, bon, j'avais même pas, oui, les réseaux sociaux sûrement aussi, mais j'avais plutôt parlé des réseaux de publication de vidéos, ont joué ce rôle de médias entre guillemets, de substitution à ce moment-là,
pour délivrer une information qu'on n'aurait peut-être pas eue, du moins pas Oui. de la même manière, ou pas du tout, je pense, pour la Syrie. La raison pour laquelle c'est surévalué, c'est parce que certains, notamment parmi ceux qui se prétendent formateurs de l'opinion chez nous, c'est-à-dire les gens qui tiennent ou participent au système médiatique, aux grands médias, aux médias bourgeois, comme on aime à le dire, quelque part, un petit peu pour se faire mousser, pour se faire plaisir, parce que Internet, c'est quand même leur monde, leur système, ils en sont aussi les bénéficiaires, quelque part pour eux, ce serait déjà, quelles que soient les forces en présence dans ces pays étrangers-là, ce serait déjà une victoire de la modernité occidentale et libérale. On dit finalement le candidat qui est soutenu par cette classe de la population qui est connectée, il est euro-compatible, il est occidentalo-compatible, il est américano-compatible, donc il est de notre côté. Et en plus, faire surévaluer son propre moyen d'expression, c'est toujours agréable. C'est un petit peu comme quand Bourdieu s'attaquait aux journalistes en disant ce contre-pouvoir n'est pas un contre-pouvoir, il influence trop. Il crachait sur les journalistes, mais les journalistes aimaient bien parce qu'ils les surévaluaient, ils se sentaient puissants et ça leur faisait plaisir, plutôt qu'il aurait été plus simple de le dire. Et je pense que Bourdieu le disait aujourd'hui, les journalistes ne servent plus à rien, on ne les écoute plus parce que tout le monde va sur Internet. Eh bien, Internet, c'est aussi valable. Ceux qui ne sont pas connectés ne vont pas former leur opinion là-dessus, ne vont pas la diffuser. Et finalement, on ne va pas non plus leur demander leur avis, à moins d'envoyer des reporters. Vous disiez qu'en Suisse, Twitter, en Suisse romande, on disait que ça décollait pas trop. Twitter, Facebook. Mais en France, par exemple, là déjà, il y a un autre niveau, là aussi vu. Typiquement, avant, par exemple, Nicolas Sarkozy n'avait pas de Twitter. Il y a un mois, tout à coup, il s'est inscrit sur Twitter. Et paf, en quelques heures, des milliers d'internautes se sont inscrits, mais encore plus que la France. Et là déjà, c'était dans les élections, les précédentes élections présidentielles aux États-Unis. Ça a commencé avec la campagne Obama, a commencé à partir de Internet. Donc chez nous peut-être pas trop, mais ailleurs, on voit qu'il y a plutôt Internet, Twitter, Facebook ont une plus grande place dans les campagnes électorales, notamment celle de Obama, avec aussi le compte de la First Lady Michelle Obama qui fait aussi un gros buzz. Ça apporte une plus-value peut-être à sa campagne. Je pense que c'était surtout un peu les précurseurs. Je veux dire, c'était la première campagne, vraiment l'occasion de l'utiliser, Facebook. Maintenant, est-ce que ça a amené un plus à lui peut-être, parce que c'est le premier à s'être peut-être mieux lancé et plus lancé de cette manière-là. Maintenant, quand on revient sur Sarkozy, qui s'inscrit sur Twitter, ça fait partie d'une campagne de communication. Tout comme les autres candidats sont aussi amenés à utiliser Twitter. Maintenant, comme j'ai dit, il est peut-être plus développé en France. Je pense qu'on est plus dans un jeu de communication et je me répète, de dire que ne pas y être, c'est dangereux. Et y être, c'est normal. On peut retrouver le profil de François Hollande sur Twitter sûrement, celui de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Certainement, si ces quatre-là n'y sont pas, ça va se voir si l'un n'y est pas. Mais de là à dire que ça va leur apporter des voix, je pense pas. Ça va d'un côté comme de l'autre, qu'importe le parti qu'on soutient, on va pouvoir sûrement cracher sa haine sur celui que l'on n'aime pas et idolâtrer celui qu'on adore. Ça vient sans doute, comme tu l'as dit, des États-Unis, comme comme toutes les plus mauvaises mœurs politiques nous viennent d'outre-Atlantique un petit peu. Ça va toujours dans ce sens-là. Ça va changer, mais actuellement ça va toujours dans ce sens-là. Comme l'évolution du multipartisme au bipartisme, comme la prise de pouvoir par la technocratie, tout ça vient quand même de ce système. Donc c'est sans doute le cas. Mais par contre, il y a quand même quelque chose de dangereux là-dedans, et pas que pour les hommes politiques, mais peut-être surtout pour les autres. On en parle un peu dans je sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle The Social Network, pardon pour mon accent, donc qui parle de la courte vie, l'aventure entrepreneuriale de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Et ce film, même si c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, il est assez intéressant parce qu'il montre qu'il y a à peu près 3 phases dans la réflexion de ce type. Au début, et c'est la phase qui finalement m'est le plus sympathique parce que je la comprends d'une certaine manière, c'est que c'est un type qui est passionné, donc il se dit mais qu'est-ce que je peux faire avec cet instrument, un petit peu comme un savant dans son laboratoire ou un artiste dans son atelier. Ça c'est
assez sympa. Et puis finalement, c'est le goût de l'inventivité, le goût de la technique, le goût de la nouveauté qui le pousse. Ensuite, ça marche tellement bien qu'ils voient bien qu'un réseau vite international s'installe, qu'il y a moyen de générer des revenus, de faire travailler du monde, tout en restant gratuit. Donc là, très vite, et on est encore un petit peu dans cette phase-là, c'est le goût du pouvoir, mais surtout le goût de l'argent, le fait de dire, tiens, j'ai 50 millions d'amis, j'ai 50 millions de clients, en fait, parce que, comme disait je sais plus qui, tout ce qui, rien n'est gratuit. Si y a quelque chose qui est gratuit, c'est que le produit, c'est vous, et que vous l'avez pas compris. Et la troisième phase, qui est à lui encore plus effrayante que le goût de l'argent, la phase où il est maintenant, c'est que il prend un profil un peu messianique, et quand il a des interviews, il dit clairement, quand il y a des contradictions, par exemple un journaliste qui lui demandait, oui, mais tout de même, pour la vie privée, vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu un terrain glissant? Il dit clairement, mais quelle vie privée? La vie privée est un concept du XXe siècle. Je vais même pas vous rassurer. Simplement, c'est vous qui avez tort, la vie privée n'est pas à défendre. On entre dans une nouvelle ère où de la transparence totale et un contrôle illusoire sous cette transparence, et maintenant, on est interconnectés, on n'est plus jamais seul. Alors évidemment, je ne crois pas que ça ira jamais jusque-là dans les faits, il se monte le pompon, mais maintenant il ambitionne non pas uniquement de faire fortune et d'être un homme puissant, mais il ambitionne un changement anthropologique sur l'humanité, ou du moins sur une partie importante de l'humanité connectée. Et ça, quand même, il faudrait y faire attention, d'où, et je pense que les écoles en discutent déjà, un petit peu un travail de pédagogie et de sensibilisation, mais dans les écoles, mais également dans les entreprises, également dans les partis. Combien de partis ont dû se mordre les doigts de voir que tel ou tel de leurs sympathisants faisait n'importe quoi sur Facebook et les décrédibilisait tous. Là, vraiment, ça doit passer partout. La seule chose qu'on puisse faire pour l'instant, puisque je suis quand même pour un maintien de cette liberté-là par principe, c'est un petit peu plus d'éducation aux nouveaux médias. Merci d'avoir recentré en fait là-dessus, parce que je pense qu'il est plutôt là le problème. On peut faire le procès de Facebook qui s'apparenterait déjà à un gros travail sur moi-même, peut-être sur toi aussi, parce que je remarquerais que je devrais m'en séparer. Mais c'est plutôt ça maintenant le danger de Facebook, c'est que tout le monde peut revendiquer porte-parole de tout et n'importe quoi, et finalement ce réseautage, comme il l'a très bien dit, ça amène à en mettre d'autres dans la mouise. Ça peut être attaque personnelle frontale, comme on a pu le voir déjà au début avec des vidéos de personnes qui se donnaient en spectacle en faisant de la musique ou autre et qui se sont fait détruire, ou au niveau des partis, c'est le bon exemple, quand on a quelqu'un de gauche ou de droite qui pète une durite et puis nous change complètement sa ligne en insultant tout le monde, ça devient des gros problèmes pour les gens qui tiennent ce parti, et pour les gens du parti tout court qui ne se retrouveront plus là-dedans. Donc c'est plutôt là contre qu'on devrait éduquer les gens, j'en suis à peu près sûr. Et aussi, après, ce serait une réflexion personnelle sur qu'est-ce qu'est en train de devenir Facebook, qu'est-ce qu'en sont en train de devenir les réseaux sociaux sur Internet. Pour terminer rapidement, puisque malheureusement ces discussions intéressantes qui pourraient continuer encore un petit moment touchent bientôt à sa fin, pour terminer en bref sur les jeunes, est-ce que donc au final, est-ce que les jeunes peuvent est-ce que ça peut leur apporter quelque chose? Je ne dis pas qu'ils vont être peut-être endoctrinés, influencés par ce qu'ils lisent sur Twitter, mais plutôt que ça pourrait les aider à se forger un esprit critique en voyant, en répondant, en tweetant, en retweetant et contre-tweetant ce qu'ils lisent sur Internet. Ça pourrait les aider à avoir un esprit critique? Oui, sans doute, mais comme on le disait avant, ça demande une vraie sensibilisation pédagogique, et il faut tout de même faire attention, surtout dans le cas de jeunes gens qui sont parfois les premiers à se faire prendre au piège quand ce ne sont pas ceux plus âgés qui finalement n'ont pas eu le temps de s'accoutumer et sont plongés plein dedans, et quoi qu'adultes, ils ont eu des problèmes liés à ce qu'on appelle la l'e-réputation, ou à la sécurité même, parce qu'il y a un contrôle social aussi de la part du haut. L'e-réputation, la réputation en ligne, maintenant il y a même des agences privées qui s'en chargent de nettoyer le web pour un petit peu réparer votre réputation. Ce qu'il faut dire aux gens qui ne sont pas encore habitués à ça, c'est que lorsque vous écrivez quelque chose sur Facebook, que ce soit un statut, un commentaire, ou est-ce que vous publiez quelque chose, potentiellement, c'est comme si vous arriviez sur une place publique et que vous parliez à haute voix et que même vous criez. Si vous criez, les gens autour de vous, finalement, selon l'activité qu'ils ont, selon qu'ils écoutent dans vos directions ou pas, sont libres ou non de vous entendre. Et beaucoup ne vous écouteront pas. Mais il se peut qu'il y en ait, d'ailleurs si vous parlez, c'est pour être écouté. Donc,
parler sur Facebook, c'est parler devant 50 millions de publics potentiels. Des fois, il suffit d'un ou deux pour faire un scandale. Donc voilà, je dis pas qu'il faut tenir un double discours, puisque effectivement, quelqu'un qui est sincère et dont les idées sont correctes n'a pas à s'inquiéter, quoique, puisque finalement, on a au niveau du droit une restriction, une chasse aux sorcières sur différents sujets. Mais voilà, on n'est pas dans le privé, mais de manière générale, Internet, quoi. Vous pouvez régler votre compte, vous paramètres comme vous voulez. J'y connais pas grand-chose, mais tout ce que je sais, c'est que quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi peut s'introduire n'importe où. Donc vraiment ne pas déconnecter de la vie réelle, parce que c'est exactement les mêmes règles. Vous n'allez pas sortir n'importe quoi à une tribune, n'importe quoi sur une place publique, dans une agora, là c'est pareil. Je le remettrais même en deux phases. Je pense que, en dehors des réseaux sociaux, Internet est dangereux pour deux choses. Donc, quand on parlait de se faire une opinion critique et puis, voire même d'exercer sa capacité pas plus que de la réflexion, mais de recherche de l'information, tout bêtement. Je pense que là, oui, mais ça dénote d'une certaine d'éducation qu'on devrait maintenant vraiment intégrer face aux jeunes. Après, il y a ce danger-là. Donc justement, on peut très bien se faire un esprit critique en lisant des différents auteurs, des différents blogs, etc. Ce qu'il faut faire attention, en dehors de tous les problèmes qu'on connaît déjà, qui sont la partie émergente de l'iceberg en termes de sécurité Internet, c'est qu'on peut être vite amené à croire à ce qu'on pense être une vérité vraie. C'est pas le cas. Pour sortir du débat politique, comme ça on n'épiloguera pas là-dessus, puis on créera pas de scandale. Mais je dirais par exemple, typiquement, on a vu beaucoup de problèmes sur les pro-ANA. Si quelqu'un peut me redonner le nom de... C'est qui ANA ? Les pros... Je m'excuse, je suis un peu con. Ça arrive. La maigreur absolue. Ah, Ah merde. Bon, même à deux, on n'y arrivera pas. Bref, ce qui a été assez dangereux parce que des gens se sont vraiment mis dans des états physiques graves et là, justement, pour une recherche d'idéal qui était faussée et amenée par l'image, surtout par le biais d'Internet. Je retrouverai. L'anorexie, merci. D'accord. Donc là, mais c'est le même cas pour peut-être l'endoctrinement qui soit politique ou idéologique ou religieux, etc. Là-dessus, il faut faire une campagne de prévention. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, Facebook, c'est parlé à 50 millions de personnes. Donc, si on a envie de rigoler, et puis, moi, je pense que je le disais avec le sourire avant, en parlant de foot, etc., ça peut être marrant d'allumer tout le monde. Dire que ta principale contribution, et je pense qu'elle est précieuse, c'est tes commentaires footballistiques. Voilà, exactement. Parce que, justement, ceux-ci créent la polémique et le débat dans mon cercle d'amis, mais ne vont pas créer quelque chose qui soit plus dérangeant que ça au niveau politique. C'est pour ça que je m'axe personnellement plutôt sur l'apport de la culture sur la musique, etc., des articles que j'aime à partager qui là auraient un rapport avec la politique. Mais c'est vrai que ce qu'il faut faire, il faut vraiment faire attention à ça, pas la colère ou réagir à chaud ou la haine d'une chose ou d'une autre. Qui serait publié sur Facebook, ça peut nous attirer beaucoup de problèmes. Donc c'est aussi un point sur lequel il faut sensibiliser les gens. Je vais vous remercier pour cette discussion. On va clore cette discussion qui pourrait, comme je disais, aller encore plus loin si on continuait, si on se rallongeait.